Bonjour, bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv et voici notre sommaire. John Kerry est attendu au Moyen-Orient dans la journée. Barack Obama, lui, doit dévoiler demain son plan d'attaque contre l'État islamique et Israël découvre avec stupeur sur son territoire des membres actifs de ses défenseurs d'un califat islamique. Exemple à Nazareth, où nous serons dans quelques instants. Et puis on parlera aussi ce matin de layette et de monarchie. La princesse Kate est de nouveau enceinte, fille ou garçon. Les paris sont ouverts et les Britanniques sont en émoi. Enfin, sauf si vous êtes totalement déconnecté, vous n'avez pas pu y échapper. Ice Bucket Challenge. Pourquoi ça a tant marché? Décryptage en fin d'émission. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur notre plateau ce matin. Ali Waqa, notre spécialiste du monde arabe. Bonjour, et Avi Pazner, merci d'avoir accepté notre invitation. Diplomate israélien. On vient à vous dans un instant, mais je me tourne tout de suite vers vous, Cyril. Bonjour. Pour la revue de presse des journaux de la région. Ce matin, on commence par les journaux israéliens qui annoncent qu'Israël participe à sa manière à la coalition internationale contre l'État islamique. À l'unisson ce matin, le Yediot Ahronoth et le Israël Hayom nous expliquent ce matin comment l'État d'Israël apporte sa contribution à la traque des djihadistes de l'État islamique. On apprend notamment dans les colonnes du Israël Hayom que Jérusalem fournit des renseignements de premier plan à la coalition régionale contre ces djihadistes. L'État hébreu aurait ainsi transmis des images satellites sur les activités de l'État islamique en Irak, mais également des renseignements précieux, nous dit-on, sur des ressortissants de pays occidentaux qui soutiennent le mouvement djihadiste. Alors le quotidien proche du pouvoir nous explique également que l'origine des images satellites n'a pas été dévoilée aux membres de la coalition, et pour cause, parce que vous savez que cette coalition régionale, elle compte pas les meilleurs amis d'Israël, dirons-nous, comme la Turquie ou encore l'Iran. Voilà donc un apport précieux d'Israël à la coalition régionale. Sur le plan du renseignement, pour l'instant, pas question d'aide opérationnelle. Est-ce qu'on pourrait arriver à un rôle plus actif d'Israël, un rôle militaire dans cette coalition qu'est en train de créer les États-Unis? J'en doute fort, parce que je ne crois pas qu'Israël peut faire partie d'une coalition anti-islamique en même temps que des pays arabes. Non, c'est comme vous vous rappelez, pendant la première guerre d'Irak, il y avait une coalition, Israël était en dehors de la coalition, et le rôle d'Israël, c'était de se faire taper dessus et de ne pas répondre. C'était le rôle d'Israël dans la coalition. Maintenant, un peu plus sérieusement, le rôle d'Israël dans cette coalition-là, c'est de fournir les renseignements, et comme vous le voyez, ça a été dévoilé. Parce qu'Israël a des sources précieuses de renseignements. Nous sommes peut-être le pays le plus informé, le mieux informé au Moyen-Orient sur ce qui se passe. Et je trouve que c'est normal que ce soit notre rôle. Ce n'est pas un rôle de combattant. Je ne vois pas Israël envoyer des combattants contre l'État islamique, sauf évidemment si nous sommes attaqués. Ça, c'est autre chose. Comme je vous fais remarquer d'ailleurs qu'Israël ne combat pas les combattants islamiques sur le Golan, c'est-à-dire El-Nusra, qui est une dérive d'Al-Qaïda. Ouais. Tant qu'ils nous laissent tranquilles, nous ne faisons rien. Okay? Ouais. Ali, cette question du renseignement israélien aux Américains, est-ce que c'est risqué pour Israël? Parce qu'on l'a dit, cette coalition comptera aussi des pays arabes. Non, ce n'est pas risqué pour Israël, puisque c'est les États-Unis qui va contrôler, qui va dominer cette coalition et qui va guider les opérations de cette coalition. Mais vous savez, Barbara, parlant renseignement, le régime Assad, par exemple, a accusé Israël au début de la guerre civile entre le régime syrien et l'opposition, que Israël a muni l'opposition avec des photos satellites des réseaux d'armes de l'armée syrienne. Donc, ce n'est pas une première fois qu'Israël met au service des différents côtés belligérants dans la région les données de renseignement qu'elle possédait. Mais comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, Israël doit avoir un profil très bas dans cette coalition pour que cette coalition ne soit pas tachée
qu'Israël fait partie, Israël, le sioniste, le monde sioniste, fait partie de cette coalition anti-islamique. On va en reparler dans un instant, notamment avec ces membres de l'État islamique sur le sol israélien. Voilà, et dans cet électrochoc qui est en train de créer l'État islamique dans le monde entier, le Haaretz relaye, Cyril, ce matin, les nouvelles révélations du quotidien français Libération sur Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de la tuerie de Bruxelles. Ah oui, immédiatement après leur libération, en avril dernier, vous savez, les 4 otages français qui ont affirmé que Mehdi Nemmouche était leur geôlier en Syrie, bien ces otages français détenus en Syrie auraient mis en garde les autorités françaises lors d'un débriefing après leur libération, donc contre un projet d'attentat qu'aurait planifié donc leur geôlier Mehdi Nemmouche, un attentat auquel Paris aurait échappé le 14 juillet dernier pendant les festivités de la fête nationale française. Je vais faire 5 fois Mera au défilé du 14 juillet. Voilà donc ce qu'aurait dit Mehdi Nemmouche pendant la période de captivité donc des détenus français. Mehdi Nemmouche qui avait pour héros l'auteur des attentats de Toulouse contre l'école Haute-Sahara. On en reparlera également dans cette édition, les directions l'Irak à présent, avec la formation hier d'un nouveau gouvernement. Oui, un nouveau gouvernement qui est dirigé donc par le nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi. Alors ça, même s'il n'est pas encore au complet, certains portefeuilles clés, notamment comme celui de l'Intérieur ou encore de la Défense, sont encore vacants, sont encore à pourvoir. Mais le nouvel exécutif, nous dit le journal irakien Zaman, devrait marquer un changement de cap par rapport au gouvernement al-Maliki, redonner aux sunnites irakiens la représentativité dont ils avaient été privés lors du dernier gouvernement. Un Maliki, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre, que l'on retrouve ce matin à la une du journal Zaman. Vous voyez, il a été donc nommé symboliquement vice-président de la République, un titre donc protocolaire. Voilà donc un nouveau gouvernement qui devra très certainement incarner l'unité, la nouvelle unité, l'unité retrouvée de l'Irak pour lutter contre ou pour enrayer l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Voilà pour l'Irak, et on termine par les kiosques du Caire ce matin, Cyril, avec ce nouveau procès qui va s'ouvrir contre l'ex-président Morsi. C'est la nouvelle grande affaire d'espionnage qui a été révélée par le quotidien égyptien Ashuruk et qui ne va pas arranger, c'est le moins qu'on puisse dire, le sort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi, qui encourt, vous le savez déjà, la peine de mort dans plusieurs affaires. Alors dans ce nouveau procès, dont on ne connaît pas encore la date d'ouverture, la justice égyptienne va accuser l'ex-président d'avoir livré des secrets d'État au Qatar, et oui, en échange de la modique somme d'1 million de dollars. Alors parmi ces secrets qui relèvent, nous dit-on, de la sécurité nationale qui aurait été livrée donc à Doha, on trouve notamment des informations sur les budgets de la défense égyptienne, des renseignements, les fameux mukhabarat égyptiens, ou encore le positionnement de certaines bases égyptiennes ou encore israéliennes le long de la frontière du Sinaï. Voilà. Et donc voilà donc pour le journal Ashuruk. Et puis si vous voulez bien, on va refermer cette revue de presse en poussant un long soupir de soulagement avec nos confrères du quotidien iranien Iran Daily, puisque vous le voyez, c'est le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a subi hier avec succès, nous dit le journal, une opération de la prostate. Et oui, c'est l'âge. Le journal en langue anglaise qui publie donc une image rare de l'ayatollah sur son lit d'hôpital et qui reçoit la visite, vous le voyez, donc du président Hassan Rouhani. Voilà pour les journaux ce matin dans la région. Merci beaucoup Cyril, vous restez avec nous, et l'information de cette matinée, c'est donc John Kerry qui est attendu aujourd'hui dans la région, escale en Jordanie et en Arabie Saoudite. De son côté, Barack Obama doit dévoiler demain son plan d'attaque contre l'État islamique. Mais en Israël, vous le savez peut-être, cela fait longtemps qu'on crie haut et fort le danger de ce groupe, et sur son propre territoire, Israël a découvert plusieurs membres actifs de ces défenseurs du califat islamique. C'est le cas notamment à Nazareth, où on retrouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Qui sont ces membres de l'État islamique en Israël ? Bonjour Barbara. Tout d'abord, pour donner un ordre de grandeur, il y a depuis le début de la guerre en Syrie, il y a 3 ans, au moins 25 Arabes israéliens, je parle bien d'Arabes israéliens et non de Palestiniens, comptabilisés par les services de sécurité israéliens, qui sont partis rejoindre les camps du djihadisme. En tout, il y a quelques semaines, on parle de 10 nouveaux membres arabes israéliens. Ces membres-là sont pour la plupart des étudiants arabes israéliens. Ils disent ne pas avoir été reçus dans les psychométriques pour rentrer dans les universités israéliennes. Et donc, ils choisissent le camp du djihadisme. Ils vont
notamment pour étudier en Jordanie. Et là, eh bien, il y a une sorte de lavage de cerveau par les djihadistes locaux et ils partent rejoindre ensuite la Syrie pour la plupart. Certains sont même allés jusqu'en Irak, mais on parle d'une jeunesse de jeunes âgés de 18 à 25 ans pour la plupart, et donc qui au départ même ne partagent pas forcément les idées djihadistes, mais qui, à partir du moment où ils rejoignent des lieux comme la Jordanie, voire éventuellement le Liban, et bien c'est là qu'ils sont complètement embrigadés dans les nébuleuses djihadistes. Mathias, est-ce que les autorités israéliennes commencent à prendre des mesures contre ces membres de l'EI sur son territoire ? Oui, tout simplement, dans cette ville de Nazareth, il y a derrière moi, c'est la mosquée, la plus grande mosquée de Nazareth. Celle-ci est dirigée par des musulmans qui sont contre l'État islamique, mais il y a d'autres mosquées dans cette ville de Nazareth, à l'intérieur desquelles il y avait placardé des messages pour l'État islamique. Il y a quelques jours, eh bien, la police a fait une descente contre cette mosquée, a enlevé ces messages pro-État islamique. Le lendemain, eh bien, de nouveau, des messages placardés. C'est un jeu du chat et de la souris, mais bref, la police prend très au sérieux ce danger-là, parce que pour comprendre, même le mouvement islamique, mouvement nord de Raed Salah, voit d'un mauvais œil cette radicalisation des Arabes israéliens en faveur de l'État islamique, plus radical que les radicaux. Voilà le message ici de ce triangle-là des Arabes israéliens. Merci beaucoup Mathias Inbar depuis Nazareth. Avi Pazner, est-ce qu'Israël a de quoi se sentir menacé par ces jeunes Arabes israéliens ? Menacé, c'est peut-être un mot trop dur. J'aimerais faire remarquer qu'il me semble que dans tous les pays du monde, il y a aujourd'hui des djihadistes en France. Il paraît qu'il y en a entre 500 et 1000 qui sont en Irak, en Syrie, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi en Israël? J'espère seulement qu'ils sont une infime minorité, ok, et que la grande partie de la population arabe d'Israël se détache de cette tendance. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas là, je ne vois pas là un grand mouvement, mais bien sûr, je suis sûr que nos services de sécurité veillent à ce que cela ne se développe pas en quelque chose de plus dangereux. C'est d'ailleurs là, je veux dire un mot sur la puissance des médias. Jusqu'à l'exécution publique de ces journalistes américains, on parlait peu de l'État islamiste. C'était encore un autre groupe. Mais il a réussi à choquer une grande partie de l'opinion publique. Donc, les 99% sont choqués et le 1% est attiré. Okay? Et c'est là un phénomène il faut rester dans les proportions justes. Je crois que l'énorme majorité des musulmans et des arabes est contre ce phénomène, mais il faut prendre en considération qu'il y en a qui sont attirés. Par exemple, ceux qui ont loupé leur psychométrique et qui sont allés... Alors, il faudra peut-être faire des psychométriques moins durs, comme ça, ils restent... Ali, parlons de ces Arabes israéliens qui se sont enrôlés dans les rangs de l'État islamique. Est-ce qu'il existe, à votre avis, un profil type de ces jeunes ? Non, il n'y a pas un profil type, comme l'a dit Mathias. Il s'agit de quelques jeunes qui n'ont pas trouvé le chemin de leur vie ici en Israël, soit à cause des études, soit à cause d'autres affaires. Mais Barbara, même si on fait tous les calculs, même s'il s'agit non pas seulement de 25 plus 10 récemment recrutés, s'il s'agit de quelques dizaines, c'est loin d'être encore un phénomène. Il s'agit de 1,6 million de citoyens arabes en Israël. Donc si on parle d'une vingtaine ou d'une trentaine, c'est encore loin d'être même Ils veulent un quoi? phénomène. Est-ce qu'ils pourraient passer à l'acte en Israël? Je vois ça très mal, même si on prend depuis la création de l'État d'Israël, les Arabes israéliens qui ont été emprisonnés pour avoir pris parti dans des actes anti-israéliens, dans des actes violents anti-Israël, il s'agit de quelques dizaines, donc le nombre est toujours très modeste. Les Arabes israéliens, même s'ils sont frustrés du fait que le processus d'intégration dans la société israélienne n'a pas réussi, même s'ils sont discriminés par rapport à la majorité juive, de là
prendre des actes si radicaux contre la société israélienne, contre l'État d'Israël, la distance est encore très loin. Ceci dit, le fait que l'État islamique paraît pour le moment le groupe principal qui présente un défi à l'Occident, ça peut attirer quelques sympathisants. Maintenant, est-ce que ces sympathisants vont faire le chemin pour joindre l'État islamique ou rester dans le cadre de sympathisants? Ça, je suis sûr que et les services secrets et les autres services de l'État, ils sont en train de faire tout pour qu'il reste des sympathisants. Ce n'est pas un secret, Barbara, que comme la grande partie ou une bonne partie du monde arabe, par exemple, quand c'était le September 11, et nous on signale demain, septembre, après-demain, jeudi, l'anniversaire du 11 septembre. Ouais, il y avait pas mal des Arabes israéliens qui se sont identifiés avec ces attaques pour le fait que les États-Unis étaient considérés le plus grand allié stratégique d'Israël qui encourage les... Alors justement, Vipasner, parlons de l'idéologie de l'État islamique, cette volonté, on l'a dit, de créer un califat islamique dans toute la région, une région où se trouve planté au beau milieu un État juif et sioniste. Ils ne le voient pas d'un très bon œil, cet État d'Israël. Il n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, je dois dire. Pour le moment, certainement, j'espère qu'on n'arrivera jamais à une situation où ce sera nous le prochain objectif. Okay. Pour le moment, ils sont débordés avec les Kurdes, avec les chiites, avec Assad, avec des tas de trucs. Israël, c'est loin. Okay. Pour le moment, c'est loin. Mais c'est évident que si un califat comme celui-là était établi, Barbara, Israël serait sur la mire. C'est évident. Pour le moment, vous voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure, même l'Al-Qaïda, Al-Nusra, qui est sur notre frontière, qui est à 10 mètres, elle est à 10 mètres de chez nous, elle nous tourne le dos. Vous comprenez? J'ose espérer que l'État islamique sera détruit. Au moins le leadership, la motivation sera détruit avant qu'ils ne puissent tourner leur attention vers Israël. La même chose pour les autres organisations. C'est seulement la plus extrême de beaucoup d'organisations islamistes, n'est-ce pas? Et j'espère que maintenant, cette coalition, qui comporte déjà, j'ai lu ce matin, 40 pays qui ont dit qu'ils étaient prêts d'une façon ou d'une autre à y participer, que cette coalition, à longue haleine, parce que le New York Times dit déjà que c'est une opération qui va prendre 3 ans, ok? À longue haleine, pourra convaincre toutes ces tendances, pas seulement l'État islamique, Al-Qaïda aussi, il ne faut pas oublier, Al-Qaïda, ce n'est pas les gentils aujourd'hui, ok? Eux sont plus extrémistes, sont plus sanguinaires. J'espère que vraiment, on pourra, avec l'aide des pays de la région, éliminer cette menace. Vous êtes d'accord avec Avi Pazner, Israël n'est pas encore sur la liste des priorités de l'État islamique? Non, tout à fait. Pour les djihadistes sunnites, il y a bien sûr les chiites qui viennent en première place et tous les Arabes ou tous les citoyens du monde arabe qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas des musulmans sunnites. On a vu ce qui s'est passé avec les Assyriens, on a vu ce qui s'est passé avec les Yézidis et les autres, et bien sûr les chiites. À mon avis, l'État islamique, si jamais il se maintient, si jamais il va maintenir ses capacités, il va tourner un jour contre Israël. Mais pour le moment, sur sa liste de priorités, Israël figure très bas sur cette liste. N'empêche, Barbara, il y a par exemple Cyril dans sa revue a mentionné le nouveau gouvernement en Irak. Ce gouvernement, bien qu'il ne soit pas... il est impliqué dans cette coalition, mais la création de ce gouvernement qui donne aux sunnites un nouveau espoir d'être représentés dans le gouvernement, dans le centre de la prise de décisions en Irak, peut affaiblir le soutien que jouit l'État islamique au sein des Irakiens. Et pareil, partout dans le monde arabe, il faut non pas seulement former une coalition militaire, mais essayer d'attaquer à la motivation des jeunes de joindre ces groupes radicaux. Si on regarde les aspects financiers en Jordanie, en Égypte, au Liban, ils sont encore très durs. Et plus la situation financière des gens, surtout des jeunes, est très dure, plus la terre est beaucoup plus fertile
à l'État islamique de recruter ces jeunes-là. Donc il y a besoin d'un plan stratégique complet, non pas seulement militaire, mais un plan social, politique, un plan qui respecte les droits d'expression de ces jeunes, qui donne l'espoir à ces jeunes et qui fait penser aux jeunes que l'État islamique n'est pas la seule alternative, n'est pas la solution. Oui, c'est un point évidemment très, très, très intéressant, une nouvelle forme de révolte sociale que de s'engager dans les rangs de l'UI. La question, pour le moment en tout cas, est de savoir quelles réponses militaires vont donner les Occidentaux. Je vous le disais, Barack Obama s'apprête demain à lever le voile sur son plan d'attaque. Demain, il pourrait déclarer la guerre à l'État islamique. 3 ans, disent certaines sources, 40 pays. Le point en images. Les amis de Sadek Saber et son fils sont à la recherche de sa dépouille. Ils transportent avec eux un cercueil en espérant la retrouver. Sadik était routier. Il a été enlevé par l'État islamique le 11 juin, alors qu'il était en route pour Bagdad, près de Suleiman Bek, avec son frère et son patron, Mohamed Atem. On prenait cette route tout le temps. On a entendu des tirs la nuit où ils l'ont pris. On a fait demi-tour et passé la nuit dans un restaurant. Puis à 5h30 du matin, on est reparti. L'État islamique l'a capturé sur le pont. J'ai fait demi-tour, mais il a continué et ils l'ont pris. Après avoir perdu sa trace, Mohamed a appelé sur son téléphone. Un djihadiste a répondu pour lui dire qu'il était de l'État islamique et qu'ils allaient le tuer. Le 5 septembre, ses proches ont peut-être trouvé un indice. Des milices chiites ont découvert une fosse commune avec des dizaines de corps près de Suleiman Bek. Les corps que nous avons reçus de Suleiman Bek étaient au nombre de 18. Des corps largement désintégrés qui sont morts il y a plus de 2 mois. Pour l'instant, ils ne sont pas identifiés, mais on a trouvé des preuves qui pourraient nous aider. Sur cette télévision, le fils aîné de Sadek, Ahmed, avec Mohamed, peuvent voir les restes de la fosse commune. Ils cherchent un signe de Sadek, une chemise, un téléphone, un indice qui pourrait leur confirmer que son corps est permis de se retrouver. Mais malheureusement, rien pour l'instant. On n'a pas trouvé de preuve que mon père puisse être parmi ces gens. Ni ses vêtements, ni son téléphone, rien. Pour les proches de Sadek, les recherches vont continuer pour un jour peut-être faire leur deuil. Voilà, alors John Kerry est attendu au Moyen-Orient dans la journée. Ali, il va tenter de convaincre qui et pour faire quoi ? Il va tenter d'essayer de trouver le chemin commun, le point commun entre des alliés dans cette coalition qui ne sont pas vraiment des amis, qui sont loin d'être des amoureux. L'Iran avec l'Arabie saoudite, par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec Israël ou la Syrie, par exemple. Donc il va former une coalition qui est loin d'être une coalition homogène, de voir le point commun, de voir les menaces communes, d'essayer de collaborer au maximum et de surmonter les intérêts propres de ces États. Par exemple, l'Iran, qui fait partie de cette coalition, n'est pas directement, pour le moment, n'est pas comme Israël d'ailleurs. L'Iran est un grand ennemi de l'État islamique, mais elle ne figure pas encore sur la liste des priorités de l'État islamique. Pareil pour Israël. L'Iran et l'Arabie saoudite, ce n'est pas évident dans une même coalition. L'Iran et les Émirats, l'Iran et la majorité des pays arabes. Mais par exemple, un grand effort que Kerry doit concentrer, c'est au sein de l'Arabie saoudite. C'est vrai que le roi Abdullah a averti le monde de ce danger de l'État islamique. N'empêche, il y a encore des milieux saoudiens, même au sein de la famille royale, qui sympathisent avec l'État islamique, double qui jeu, soutiennent, monarchie qui financent pétrolière du Golfe. un double jeu, bien sûr. Barbara, les fonds des rebelles en Syrie et en Irak, elles viennent d'où? Ouais. Elles viennent de quelque part. Ouais. Et le régime, soit en Irak, soit en Syrie, ont accusé directement l'Arabie saoudite et le Qatar d'avoir financé, orchestré. Les Irakiens ont accusé même les Saoudiens d'avoir loué des experts pakistanais pour entraîner l'État islamique, pour entraîner les rebelles en Syrie. Donc il faut voir l'intérêt commun, surmonter les intérêts propres qui sont contradictoires
avec d'autres pays et de voir le danger stratégique et non pas les avantages tactiques que certains pays peuvent avoir de ce phénomène de l'État islamique, mais les dangers à long terme. En tout cas, Obama a prévenu dans une interview à la NBC dimanche que ce ne serait pas une deuxième guerre d'Irak que s'apprêtent à lancer les Américains, no boots. Américaine en tout cas, Obama le répète, mais voilà, les experts disent que les frappes aériennes qu'Obama a accepté de lancer en Irak ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'il pourrait convaincre ces pays sunnites de la région à envoyer des troupes sur place, à combattre avec l'armée irakienne, avec l'armée syrienne, éventuellement avec l'armée libanaise? Écoutez, premièrement, je dois dire que jusqu'à présent, les opérations américaines ont été extrêmement modestes. Qu'est-ce que ça veut dire 133 frappes en 6 semaines? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 frappes par jour. Quand Israël a frappé Gaza, c'était 200 frappes par jour, et même plus. Donc, c'est très modeste comme opération américaine. Et c'est fait exprès très modeste. Parce que si vous regardez ce qu'Obama fait, il fait tous les efforts, mais tous les efforts, pour ne pas être entraîné dans une nouvelle guerre d'Irak. Parce que lui, comment est-ce qu'il a été élu, Obama? Comment il a été élu? En disant, moi, je vais vous faire sortir d'Irak et d'Afghanistan. Et maintenant, 2 ans avant la fin de son mandat, c'est pas lui qui va réintroduire l'Amérique. Alors il a dit 10 fois, il n'y aura pas de troupes américaines. Au sol. Au sol, boots on the ground. C'est bien comme expression. C'est plus léger que de dire, je ne vais pas envoyer des soldats. Il ne va pas y avoir de bottes sur le... Mais ça démontre quelque chose. Ça démontre qu'il n'y a pas ici une disponibilité américaine à vraiment prendre de l'action directe. C'est vrai, on va encourager la Turquie, on va encourager l'Irak, on va encourager les bons Syriens, ok, pas ceux qui sont avec Assad. Et la Turquie, ce n'est pas évident, monsieur Pazner, la Turquie qui fait partie de l'OTAN et encore donne tout le soutien aux rebelles djihadistes contre le régime syrien. Un mot de la Turquie, Ali, effectivement, Chuck Hagel, lui, le chef du Pentagone, est envoyé aujourd'hui en Turquie. C'est un acteur clé dans la région, rien ne pourra se faire sans Ankara. Tout à fait, un acteur, non pas seulement clé, mais un acteur qui était pour des longs mois, des longues années, le sponsor principal en tout ce qui concerne la logistique. Vous savez, le point de passage entre la Turquie et la Syrie était le point de passage principal pour les djihadistes qui allaient lutter contre le régime Assad. Donc, est-ce que la Turquie est prête pour changer de position? Est-ce que la Turquie est prête? C'est le prix, c'est toujours le prix. Qu'est-ce que va recevoir la Turquie si jamais joint ce qu'ont officiellement la Turquie fait partie de l'OTAN? Pratiquement, la Turquie fait tout contre l'OTAN dans ce soutien qu'elle donne aux djihadistes en Syrie, par exemple. Il ne faut pas oublier que la Turquie elle-même a un gouvernement islamiste. Oui. Ce n'est pas un gouvernement extrême comme Al-Qaïda ou comme l'État islamique, mais c'est un gouvernement islamique qui, d'ailleurs, nous le sentons bien. La Turquie, d'ailleurs aussi, pendant la guerre du Golfe, n'avait pas fait partie de la coalition, mais juste permis aux Américains réponse à suivre dans les heures et les jours qui viennent. On doit s'arrêter là. Merci beaucoup, Ali. Avi Pazner, vous restez avec nous. On continue de parler de ces djihadistes, notamment sur le sol européen, avec ces révélations qui se suivent de jour en jour, notamment sur Némi Nemouche. On se retrouve après un nouveau journal. Il s'appelle pas Némi. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Nous sommes ensemble en direct depuis Tel Aviv et à chaque jour, vous le savez désormais, sa révélation sur Mehdi Nemouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles. Son histoire prouve qu'une fois rentrés dans leur pays d'origine, ces djihadistes seraient de plus en plus nombreux à vouloir passer à l'acte. Et une question s'impose, est-il encore possible de stopper ce phénomène? Élément de réponse en images. Cas isolé ou tendance inquiétante, la recrudescence des djihadistes occidentaux enrôlés dans les rangs des groupes islamistes menace l'Europe. Mehdi Nemouche en est l'exemple le plus vil et le plus percutant. Ce Français d'origine et auteur de la tuerie de Bruxelles était le geôlier des 3 otages en Syrie. De retour en Europe, il aurait également eu l'intention de perpétrer un attentat à Paris le 14 juillet dernier.
Une information rapportée par l'un des otages dans le journal Libération, témoin auditif des plans machiavéliques de Nemmouche au cours de sa détention, mais démentie par la suite par le parquet de Paris et par le ministre de l'Intérieur. Les services du ministère de l'Intérieur n'ont donc jamais eu connaissance de l'existence d'un tel projet. Jamais. Didier François, ex-détenu en Syrie, relate l'obsession antisémite de son geôlier. Loin des traditionnels islamiques radicaux, Nemmouche se targuait d'être une sorte de nettoyeur ethnique qui citait comme modèle Mohamed Merah. Ce type de jeunes qui partent de voyous, qui sont des bandits, qui se radicalisent en prison, qui cherchent une excuse, un idéal, appelez ça comme vous voulez, et qui finalement passent à l'action violente. Parce que la réalité de Nemmouche, c'est qu'il était extrêmement violent dans ses attitudes, dans ses paroles, il était extrêmement provocateur. C'est quelqu'un qui bouillait en permanence et qui était dans une violence débordante. Mehdi Nemmouche fait partie de ces nombreux Français, 700 au total, parmi les 3000 occidentaux venus rejoindre les rangs des groupes djihadistes en Syrie et en Irak. Pour ces groupes islamistes, la présence d'étrangers dans le rang est primordiale. Elle permet d'établir un contact avec les otages ou leurs familles afin de demander une rançon. La présence de ces étrangers pose une menace grandissante pour leur gouvernement. Comme l'illustre le cas Nemmouche, ces combattants sont difficiles à tracer à leur retour. Face à cette menace, Londres a annoncé un niveau d'alerte maximal ainsi que la prise de mesures visant à empêcher les agissements terroristes sur son territoire, comme la saisie aux frontières du passeport de ses concitoyens soupçonnés de radicalisme. Parmi les 500 djihadistes britanniques partis en Syrie et en Irak, 250 seraient déjà revenus au Royaume-Uni. Voilà, on va parler de ce phénomène dans un instant avec vous, monsieur l'ambassadeur, mais je vous propose tout de suite d'écouter Jean-Louis Bruguière, l'ancien juge antiterroriste à ce sujet. Il était hier au micro de Jean-Charles Banoun dans le Grand Direct. Je pense qu'il a été relevé avec le départ de plus en plus important de djihadistes à partir de la France, français, convertis ou autres, que vous avez rappelé le nombre important. Et premier point. Deuxième point, c'est la radicalisation des groupes opérant en Syrie et en Irak avec l'EI d'un côté et Al-Nosra de l'autre, avec une espèce d'émulation de la violence. Et nous savons que ce double ingrédient, c'est-à-dire du djihad violent et de tous ces djihadistes, fait que les gens qui reviennent, ceux qui reviennent, peuvent avoir ou auront des projets terroristes. Pas tous, mais certains. Et que donc la menace potentielle est grandissante pour les pays dont ces gens sont originaires, c'est-à-dire en l'occurrence la France. Quand on voit le profil de Mehdi Nemmouche, qui finalement était un délinquant avant de partir en Syrie, ça veut dire que la plupart de ces gens qui partent là-bas vont défouler un petit peu leur violence qui est déjà présente très fortement en eux? Probablement, oui, ils ont souvent tous, enfin la plupart, un passé délinquant. Ce passé délinquant font partie, je veux dire, de leur ADN et de leur profil et contribuent largement donc au processus de radicalisation. À partir de là, ils vont partir vivre une espèce d'expérience dans laquelle il y a une espèce ils explosent dans une situation qu'ils ont appelée de leur vœu et dans laquelle ils se retrouvent. Et on a des personnages qui actuellement entrent dans une espèce de mutation profonde et qui deviennent des fous enragés, donc des gens extrêmement violents. Puis le phénomène de groupe joue énormément. L'expérience de la violence et du djihad font que les individus se radicalisent encore plus qu'ils l'étaient au départ et posent un problème sécuritaire majeur lorsqu'ils reviennent effectivement dans leur pays, puisqu'ils ne peuvent pas ne pas continuer, ne serait-ce qu'idéologiquement, pour exporter le djihad dans le cadre de la formation de ce grand califat mondial. Avi Pazner, je rappelle que vous étiez ambassadeur d'Israël en France, notamment. Est-ce que l'Europe et la France en particulier s'est réveillée trop tard face à ce phénomène de djihadisme sur son propre territoire? Absolument. Je ne sais même pas s'ils sont complètement réveillés, je ne suis pas sûr. Parce que vous voyez des phénomènes comme celui de Nemmouche, comme celui de Merah. C'était des gens connus. Leur tendance était connue des services de sécurité, de la police. Et très peu a été fait pour les arrêter. Et ils sont partis. Et quand ils sont revenus, ou
quand ils vont revenir, ils viennent chargés d'un tel chargement de cruauté à la forme la plus brute. Oui, de violence extrême. De violence, de haine, de violence, de cruauté qu'ils voudront traduire dans leur pays d'origine. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils haïssent, ils détestent leur pays d'origine. Tous ces gens-là n'aiment pas la France, n'aiment pas l'Angleterre, n'aiment pas l'Allemagne. Non, ils détestent ces sociétés et ils veulent se venger, évidemment, de trucs imaginaires qu'on leur a fait. S'ils n'ont pas voulu étudier, c'est la faute à qui? S'ils n'ont pas voulu travailler, c'est la faute à qui? Leur haine, leur violence, leur frustration, elle est due à quoi, à votre avis? Est-ce qu'on peut parler d'échec de l'intégration ou c'est trop facile de leur trouver des excuses? C'est un grand mot, dire de l'échec. Pourquoi est-ce que l'intégration? Pourquoi, par exemple, les Juifs se sont intégrés un peu partout? Pourquoi les Polonais se sont intégrés? Pourquoi les Portugais se sont intégrés? Et pourquoi certaines couches musulmanes ne se sont pas intégrées? Il y a là une grande question. À qui la faute? Je ne crois pas que la faute soit à la France. Pas du tout. Je ne crois pas que la faute soit à la Belgique. La faute est à ceux qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas étudier, qui se trouvent marginalisés, et puis alors qui développent des sentiments de haine, des sentiments de violence, qu'ils traduisent d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent être de simples délinquants, ils peuvent être de simples délinquants qui brûlent des voitures dans les banlieues, mais il y a ceux qui vont, il y a jusqu'au bout, les jusqu'au boutistes, qui vont se battre en Irak, en Syrie, et puis après qui sont formés, qui ont vu des scènes très dures, et qui veulent maintenant les transmettre dans leur pays d'origine. Alors justement, la question auquel doivent faire face, à laquelle doivent faire face les gouvernements, c'est quoi faire maintenant? Ces jeunes Européens, on le sait, sont embrigadés sur le sol européen, français, par des imams ou par les réseaux sociaux. On parle de casse-tête juridique parce que finalement, en amont, il n'y a pas beaucoup de solutions. Premièrement, il faut les trouver. Premièrement, il faut trouver où ils sont et qui c'est, où ils se cachent, ok? Il faut d'abord savoir qui c'est. Et puis, il faudra trouver légalement une route pour les arrêter. On ne peut pas les arrêter comme ça parce que il faudra faire passer des lois. Par exemple, regardez, en Angleterre, ils font déjà ça. Ils prennent les passeports de ceux qui sont de ceux qui rentrent. C'est-à-dire, maintenant, je m'imagine qu'on sait à peu près le profil de ceux qui se trouvent là-bas. Dès qu'ils rentrent, on leur prend le passeport. Je suis sûr qu'ils sont mis sur filature, c'est évident, mais ils sont beaucoup plus restreints, contraints. Ça, c'est un premier pas seulement. Je crois qu'il faut une législation en Europe, pas seulement en France, dans toute l'Europe, une législation pour combattre le terrorisme. On ne peut pas combattre le terrorisme par des lois libérales qui sont faites pour une société respectueuse des lois. Ici, il n'y a pas de respect pour les lois, c'est tout le contraire, ils combattent les lois. Donc il faudra, c'est un travail de longue haleine, ça. La législation, ça ne fait pas une semaine ou deux. Il faut penser à quoi faire, mais il faut absolument que l'Europe se reprenne, parce que sans ça, elle va se trouver sous une vague de terrorisme des plus cruels. Parce que là, comme vous le voyez, comme vous avez pu le voir sur ce qui se passe en Irak et en Iran, c'est la cruauté qui devient une valeur. Okay? La cruauté même, une norme et une valeur est quelque chose à copier. Ouais. Okay? Ce n'est pas par hasard qu'on vous montre ces vidéos de décapitation. De décapitation. C'est la chose la plus... Une décapitation, c'est la chose la plus horrible au monde. Et encore plus horrible quand elle est filmée, vidéo et mise sur le net. Okay? Donc il y a un message de cruauté à l'état brut, qui peut être transmis aussi en Europe. Après, c'est-à-dire, ils viennent avec ce message de cruauté en Europe. Par exemple, Nemouche, qu'est-ce qu'il pensait faire? Il pensait le 14 juillet faire une hécatombe sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il y a sur les gens? Je ne dois pas vous dire combien de gens il y a sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Il peut y avoir des centaines de victimes, vous comprenez? Ça, c'est l'idéologie de la cruauté. Et c'est cela qu'il faut éradiquer.
Merci beaucoup, Avi Pazner. Vous restez avec nous. Vous intervenez évidemment quand vous voulez, parce qu'on passe au reste de l'actu internationale avec vous, Betsabé. Bonjour. 5 infos, 5 clics. Et vous nous rapportez votre sélection ce matin. Et alors, on commence avec l'Ebola, l'épidémie d'Ebola, avec ce témoignage publié par la Stampa en Italie d'une bénévole. Elle se trouve en Sierra Leone et elle raconte que c'est pire que la guerre, qu'on ne peut pas s'enfuir. L'armée ne laisse passer que le personnel autorisé. La nourriture commence à manquer. Bref, on se sent comme en prison. Alors elle se trouve en Sierra Leone à Pujegun, c'est la capitale d'une région d'environ 350 000 personnes. Et là où elle se trouve, eh bien 200 personnes sont en quarantaine, déjà une douzaine de victimes. Et bien sûr, on a peur de l'Ebola. Alors les gens n'osent plus se serrer la main. Quand on se rencontre, on garde ses distances. Et puis bien sûr, les gens ont peur même de se rendre dans les centres de soins. Les femmes accouchent à la maison avec bien sûr des dangers conséquents. Et reste néanmoins l'habitude, explique-t-on, eh bien l'habitude extrêmement dangereuse de manger dans la même assiette, même si quand même les consciences commencent à se réveiller. Ouais. Voilà pour l'Ebola. Direction également ce matin la Libye avec ces manifestations dont on ne parle pas beaucoup, mais le pays est en plein chaos. Hein. Exactement. Alors les partisans des brigades de Fajr Libya, donc Fajr Libya c'est à la fois les milices de Misrata et des groupes qui sont des groupes conservateurs libyens, et bien chaque semaine après la prière du vendredi, et bien ils investissent une place du centre de Tripoli, la célèbre place des martyrs. Ils étaient 600 environ la semaine dernière, et le Figaro écrit dans un reportage d'immenses drapeaux, des banderoles qui remercie ironiquement l'Égypte et les Émirats arabes unis pour avoir bombardé la Libye. Des slogans aussi bien sûr contre Al-Sisi, contre Israël. Une façon donc de montrer qui sont les vainqueurs, même si Fajr Libya doit encore s'imposer politiquement. Et pour cela, ils doivent travailler leur image et notamment convaincre qu'ils ne sont pas islamistes. Voilà, et puis la news à ne pas manquer ce matin, c'est évidemment cette deuxième grossesse pour la princesse Kate. Alors une fille ou un garçon, vous avez des infos? Alors évidemment, la presse déjà s'est mise sur l'affaire et tous les projecteurs se tournent sur le couple royal depuis hier. Le Daily Mail bat tous les records de signes pour un seul titre, et avec ce qui occupe tous les esprits, bien sûr, c'est nausées aggravées. En effet, Kate, 32 ans, est atteinte de ce qu'on appelle l'hyperémèse gravidique. En gros, ce sont des vomissements incoercibles qui apparaissent dès le début de la grossesse. Et d'ailleurs, elle ne serait même pas à la 12e semaine, le temps auquel, en général, on annonce publiquement une grossesse. Et alors qu'on salue presque la bravoure des nausées royales par le Daily Mail, eh bien en France, Voici s'empare du malaise de la princesse et sort la carte du mélo en tirant un petit peu sur la ficelle avec ses nausées gravidiques et cette illustration d'une princesse qui fait la tête. Vous l'aurez saisi, elle a sans doute envie de vomir. Avi Pazner, ça vous passionne autant que les Britanniques, cette deuxième grossesse de Kate? Ça me passionne en tant que grand-père. Parce que j'ai passé plusieurs grossesses, voilà. De mes enfants, de ma femme et tout ça. Et j'espère que ça leur fait oublier le problème du terrorisme. Voilà. C'est formidable. Sûrement. Ils ont de quoi parler. C'est à ça que ça sert. Mais moi, je pense surtout au petit garçon, à la petite fille qui va naître, que ça va être très frustrant parce que il se trouve à la 4e ou 5e place du trône. C'est-à-dire, c'est très bien, il sera ou elle sera dans la famille royale, c'est formidable, mais ils sont très loin dans la hiérarchie. Et moi, je trouve ça déjà aujourd'hui très frustrant pour eux. Une grande cruauté. Mais on parle sport aussi ce matin. Alors, j'ai de bonnes raisons de parler sport. Derrière ce titre du Time, plutôt anodin, pourquoi le tennis est le sport le plus populaire chez les femmes? Eh bien, on trouve un article, Barbara, à la gloire des professionnels de ZES. En effet, plus que tout autre sport, eh bien, le tennis est la discipline dans laquelle les femmes battent les hommes à tout niveau. Prix, compétences, argent surtout, notamment sur cette reconnaissance financière. Eh bien, hier, Serena Williams, en décrochant les victoires de l'US Open, eh bien, a empoché un chèque de 4 millions de dollars. C'est le plus gros chèque offert en tennis, tous sexes confondus. Alors bien sûr, il y a les jaloux, ceux qui disent que si le tennis féminin est si populaire, c'est à cause des courtes tenues. Pas sympa. On n'est pas d'accord. Allez, on finit avec une sélection de photos. Locataires en recherche de maison, s'abstenir. Exactement. Cette sélection signée International et en Italie, récupérée du blog d'Andy Donaldson, qui en a même fait un bouquin. Regardez pour la peine quelques exemples au goût douteux. Alors, vous avez toutes sortes de façons de vendre son chez-soi, de vendre les qualités. Vous avez le monsieur sur un dauphin au-dessus de sa piscine. Et puis, toujours dans la rubrique objet volant, vous avez cette machine à laver qui est suspendue au-dessus des toilettes.
toilette ou encore d'un autre goût. Voilà, cette arme à feu, si on en a besoin, à n'importe quel moment de la journée. Merci beaucoup Betsabe, merci Avi Pazner d'avoir été avec nous ce matin. On se quitte pour un nouveau journal et on se retrouve juste après, ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning, direction Jérusalem. À présent, la tension reste vive après 2 jours d'affrontements violents dans un quartier arabe de la ville. Et ce, après la mort d'un jeune adolescent de 16 ans tué par la police lors d'une manifestation. La famille accuse la police qui, elle, parle d'une chute accidentelle du jeune homme. Les explications de Leslie Rezoug. Le retour de la violence à Jérusalem. Depuis hier soir, des centaines de Palestiniens sont dans les rues. Des émeutes au départ circonscrites à Jérusalem-Est, mais qui se sont rapidement propagées à la partie ouest de la ville. Dimanche soir, une station-service a été attaquée. Les manifestants ont endommagé les pompes et tenté d'incendier la boutique de la station, selon la police israélienne. Jets de pierre, cocktails Molotov et pétards sur des voitures. Toute la soirée, les policiers ont répliqué par des balles en caoutchouc. Raison de ces nouveaux débordements, la mort d'un jeune Palestinien le 31 août dernier, Mohamed Sinokrot, 16 ans. Les circonstances de sa mort restent pour le moment mystérieuses. Il était en route pour la prière du soir quand l'armée d'occupation lui a tiré dessus de manière délibérée. Il a été blessé, il est tombé sur le sol. Il a été transporté vers l'hôpital Makassed et il était déjà dans une situation critique. Si la famille affirme qu'il aurait été touché à la tête par les forces de police, les responsables israéliens affirment quant à eux qu'il aurait été touché à la jambe avant de s'effondrer. Son corps a été transféré ce lundi à l'Institut médico-légal de Tel Aviv pour une autopsie afin de faire toute la lumière sur ce décès. C'est en tout cas une flambée de violence sans précédent qui secoue la ville depuis la fin de la seconde intifada en 2005 et qui ne semble pas prête de s'arrêter. Et on tente d'y voir plus clair avec vous, Daniel Haïk. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, notre correspondant à Jérusalem. Alors si on essaye d'expliquer ce regain de tension, outre les faits, Daniel, la population arabe de la capitale reproche aux autorités israéliennes de les considérer en quelque sorte comme des citoyens de seconde zone. Écoutez, la tension de ces derniers jours, et on pourrait dire de ces derniers mois, a été provoquée au début du mois de juillet par l'assassinat du jeune Mohamed Abou Khder, tout de suite au lendemain de la découverte des corps des 3 jeunes Israéliens qui avaient été kidnappés dans le Gush Etzion. Depuis la découverte de cet assassinat sordide, eh bien, il y a effectivement une très vive tension dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villages de l'est de Jérusalem. On a vu les émeutes au début du mois de juillet dans le quartier de Chouafat. On les a vus s'étendre au carrefour de Chouafat, de Kalandia. Et puis, il semble que la moindre petite étincelle provoque donc, fasse exploser, dirons-nous, cette tension qui existe dans les quartiers est de Jérusalem. Et là, ce n'est pas, on pourrait dire, la moindre petite étincelle, mais effectivement, donc cette controverse autour des circonstances de la mort de ce jeune Mohamed Sinokrot qui ont attisé la tension et provoqué des émeutes hier, à quelques minutes après ces obsèques qui sont déroulées à proximité des murailles de la vieille ville de Jérusalem. Alors, l'origine de cette tension, de ces tensions récurrentes, Daniel, il faut le dire, est-ce qu'elle est politique avant tout ? Écoutez, c'est aussi une tension politique, c'est l'expression d'une solidarité avec la population de la bande de Gaza pendant l'opération bordure protectrice, mais c'est aussi, on pourrait dire aussi, l'expression d'une forme de tension qui existe, on l'a remarqué au cours des derniers jours, entre le Hamas et le Fatah, même si à Jérusalem, il est encore prématuré d'affirmer qu'il y a des cellules du Hamas qui essayent d'attiser la tension, mais il est clair que cette tension se reflète aussi sur la population. C'est une population qui est donc à fleur de peau et il suffit du moindre incident et a posteriori effectivement s'il s'agit de la mort d'un jeune palestinien pour que
ce baril de poudre explose. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais il faut préciser que l'on n'en est pas à parler d'intifada ou de troisième intifada. Il s'agit d'incidents sporadiques et qui sont malgré tout contenus par les forces de sécurité israéliennes. Voilà, prudence de mise ce matin encore. Merci beaucoup Daniel Haïk d'avoir été avec nous ce matin. Et je me tourne vers vous, Betsabé, parce qu'on va continuer de parler de l'État islamique dont on a déjà parlé ce matin avec, on l'a dit, ce discours d'Obama dès demain, discours très attendu. Oui, la presse chauffe les foules, bien évidemment. Le Guardian, notamment Obama, va présenter sa stratégie pour vaincre l'État islamique avec une coalition en matière militaire, économique et politique. Mais précision déjà répétée, les soldats américains ne poseront pas, bien sûr, leurs pieds sur le sol irakien. Ce n'est pas une nouvelle guerre d'Irak. Le président des États-Unis qui tient à ce que les gens comprennent la nature de la menace. Alors il est temps de passer à l'action et les États-Unis préparent leur offensive. CNN souligne qu'Obama se montre confiant. C'est l'occasion, vous l'aurez compris, de nuancer l'image d'un président un peu trop timide. Et à l'heure où les médias se remettent presque en question, est-ce que nous ne sommes pas en train d'exagérer la menace que représente l'État islamique? Eh bien, pour le New York Times, il ne fait pas de doute, même si le message est médiéval, eh bien, les outils sont, eux, effectivement très modernes, notamment les réalisations de ces vidéos de décapitation de journalistes, entre les costumes, les effets spéciaux ou encore le visage d'Obama qui a été amplifié, dont vraiment la turpitude a été amplifiée par des effets spéciaux, un peu comme si, eh bien, en réponse à toute stratégie était bonne à prendre pour répondre à cette menace, sauf que en Grande-Bretagne, eh bien, le Télégraphe dénonce notamment, lui, des extraits d'un rapport qui va révéler l'étendue des méthodes de la CIA et leurs excès. Alors là, on parle d'Al-Qaïda. Des personnes soupçonnées d'appartenir à Al-Qaïda ont été torturées, notamment les têtes plongées dans des baignoires remplis d'eau au seuil de la mort. Alors on attend un rapport de 3600 pages qui apparemment va choquer l'opinion publique. Voilà, jeudi, on le rappelle, c'est date anniversaire du 11 septembre, l'occasion de reparler de tout ça. Alors on peut se demander finalement, Betsabé, si la stratégie américaine que va annoncer demain Barack Obama aura raison d'un groupe comme l'État islamique. Alors qu'au même moment, eh bien, par exemple, le rédacteur en chef international du Figaro décrivait cette sorte d'OPA exercée par le groupe sur le djihadiste international, donc l'État islamique, car au-delà des victoires sur le terrain, Irak, Syrie, eh bien, la puissance de l'État islamique, c'est cette liste de groupes qui lui ont prêté allégeance récemment. Alors vous avez début juillet Boko Haram, donc au Nigeria, qui a apporté son soutien à Baghdadi, une fraction de talibans pakistanais encore qui a rejoint l'État islamique, et puis il y a une semaine, un groupe islamiste afghan, le Hezb Islami, qui a annoncé qu'il pourrait lui aussi se placer sous l'étendard de l'État islamique, sans compter que l'État islamique aussi, eh bien, n'a pas rallié les principales filiales d'Al-Qaïda, mais il inspire comme en Indonésie notamment, ou encore en France, en Europe, on l'a vu. Alors justement, l'État islamique qui tisse sa toile un peu partout dans le monde. On va en parler avec Didier Chaudet qui est en ligne avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions diplomatiques et sécuritaires associées au Pakistan et à l'Asie centrale. On vient de le dire, on l'a vu, les principales filiales d'Al-Qaïda sont encore dans son giron, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, elles prêtent allégeance à l'État islamique ? C'est tout à fait possible, mais en même temps, il faut faire très attention parce que l'État islamique a une grande force, c'est de jouer sur la propagande. Par exemple, sur le Hezb Islami, il semblerait que des sous-groupes dans le Hezb Islami en Afghanistan soient prêts à prêter allégeance, mais ce n'est pas le cas de la direction. La direction, c'est Ek Matyar, c'est quelqu'un qui n'a pas prêté allégeance au Mollah Omar, qui était dans le même pays, donc vous imaginez un État plus éloigné, ça va être encore plus difficile. En même temps, on se rend compte qu'Al-Qaïda commence à perdre un certain nombre de ses partisans. Al-Qaïda au Maghreb arabe a décidé de donner son soutien à l'État islamique, ce qui est une claque extraordinaire à Al-Qaïda centrale qui est placée maintenant en Afghanistan, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et ce que ça nous prouve, c'est que l'État islamique veut grandir de façon aussi agressive que possible. C'est comme quand on fait du vélo, s'ils s'arrêtent, ils vont s'écrouler, donc ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de marquer les esprits. Alors justement, Didier Chaudet, comment vous expliquez que l'État islamique est en train quasi de détrôner Al-Qaïda? Vous parliez de propagande il y a un instant, ce n'est que ça? La propagande, c'est le premier point. Ils sont bien meilleurs qu'Al-Qaïda de ce point de vue-là, et depuis qu'Al-Qaïda a perdu Ben Laden, elle a perdu son premier VRP.
À côté de ça, vous avez le fait que derrière toutes les notions idéologiques, à la fin, c'est le nationalisme qui reprend le dessus. L'État islamique, c'est un État qui se veut califal à l'intérieur du monde arabe. Le califat du Mollah Omar, c'est un califat qui semble totalement périphérique, dominé par un Afghan qui, du point de vue des djihadistes du monde arabe, ne comprend pas vraiment de ce dont il parle. Alors, dans ces ambitions territoriales de l'État islamique, quelle importance joue l'Asie centrale, dont vous êtes un spécialiste ? L'Asie centrale, pour un certain nombre de djihadistes, a toujours été un endroit clé. Déjà, c'est un endroit qui ressemble énormément d'un point de vue des régimes aux pays arabes dans les années 70-80, de grandes tensions au niveau de la population, des régimes dictatoriaux qui fonctionnent avec des vieux modes de pensée et qui poussent la population vers les extrémistes, hélas. Donc pouvoir jouer là-dessus en s'appuyant sur la base afghane qui maintenant semble mûre pourrait permettre de gagner au niveau international. Aller au-delà du monde arabe, du monde méditerranéen, c'est aussi une façon pour l'État islamique de pouvoir dire « nous représentons les musulmans du monde entier ». Didier Chaudet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On commence à comprendre donc un petit peu mieux ce que veut l'État islamique et comment il s'y prend. On a parlé de propagande. Rudy, on va continuer de voir ça avec vous, avec ces vidéos évidemment qui ont fait le tour du monde. Ce sont ces vidéos de décapitation qui ont été comme un électrochoc pour la planète entière. Mais vous nous apprenez ce matin qu'elles seraient directement inspirées par une fiction américaine, une série, la série Homeland. Oui, absolument. En tout cas, c'est la thèse de François Bernard Huyghe. Il est directeur de recherche à l'IRIS. Il est spécialiste des stratégies de communication. Et dans une très intéressante interview donnée au site internet Atlantico, il fait en effet le parallèle en termes de réalisation entre les vidéos de décapitation qu'on a pu voir, comme celle donc de James Foley ou encore de Sotloff, et la série donc Homeland. Alors, Homeland, pour rappel, c'est quand même une série américaine à succès qui raconte l'histoire d'un agent de la CIA capturé par des djihadistes et qui est soupçonné à son retour sur le territoire américain d'être lui-même devenu terroriste. Alors la référence est donc évidente déjà aux djihadistes passés par l'État islamique et retournés sur le sol américain, notamment les convertis. Seconde référence, c'est dans le style d'image. On voit justement exactement ces images en ce moment à l'écran, ces images d'actu faussement de mauvaise qualité. Et bien dans les vidéos d'exécution, il y a avec ce style, le style du président Obama qui dit qu'il va venir à bout du djihad avec le même type de filtre, alors qu'en réalité, dans la vidéo qui suit, la preuve est donnée qu'il s'agit d'un échec dans sa lutte contre le djihad. Il souligne aussi la qualité des vidéos, la qualité très soignée. On l'a déjà évoqué ici, très inspirée d'Hollywood, on en parle souvent quand on en parle. Vous parliez d'effets spéciaux. Exactement, ouais. Apparemment, ils sont très, très, très forts pour ça. Mais c'est quoi les effets spéciaux exactement qu'on a vu? C'est quoi? C'est le visage d'Obama? Apparemment, ils ont joué sur le visage d'Obama pour lui donner encore plus de tourmente alors qu'il parlait lors d'une conférence de presse. Donc, dans le message dans lequel il s'adresse directement au président Obama. Parce que le bourreau s'adresse directement à Barack Obama, on s'en souvient dans son message. Ce qui est extrêmement gonflé. La deuxième décapitation de Steven Sotloff, donc, où il s'adresse directement à Barack Obama. Et la presse a beaucoup joué là-dessus. Il y a eu aussi des vidéos où le sang a été amplifié, le rouge du sang a été amplifié, on a enlevé un peu de fumée, donc il y a un accès donc aux moyens. Alors, mais au niveau des moyens, il faut quand même dire que l'accès aux nouvelles caméras de bonne qualité s'est démocratisé et qu'il est facile maintenant d'utiliser les meilleurs logiciels d'effets, de retouches ou de montage. Donc finalement, il ne s'agit pas de grands moyens, ils n'ont pas engagé de grands réalisateurs. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que souligne le chercheur, c'est que c'est le rapport de rejet, de fascination pour la culture occidentale. C'est ça, parce que c'est quand même un comble. L'État islamique qui conspue le modèle américain s'en inspirerait? Absolument. Alors on le sait, cette nouvelle génération de djihadistes connaissent et aiment la culture, ce qu'on appelle mainstream. Ils regardent les films hollywoodiens, ils écoutent les rappeurs américains. Ils rappellent d'ailleurs le cas de Mera qui allait en discothèque habillé de basket Nike malgré son idéologie djihadiste. Il y a donc ce paradoxe entre un mode de vie et une idéologie rigoriste qui prône la charia pure et dure. Mais alors, d'après
d'après le chercheur, l'effet recherché dans la copie des codes hollywoodiens, c'est l'effet miroir. En utilisant des codes que les Occidentaux connaissent par cœur, il leur renvoie leur propre spectacle et leur propre culture. Il fait remarquer que, par exemple, dans les 2 vidéos, les otages exécutés portaient la combinaison orange que vous voyez, celle même que portent les prisonniers de Guantanamo. Et là où les vidéos marquent les esprits, c'est qu'elles utilisent les codes occidentaux en les transgressant. Elles créent... Il parle quasiment de pornographie terroriste, car c'est un mélange d'esthétisme et d'images horribles de décapitation que les Occidentaux n'ont pas l'habitude de voir. Ça ne fait pas partie de la culture occidentale. En Occident, on ne montre pas ou peu d'images de cadavres, alors que dans le monde arabe, en général, cela fait un petit peu plus partie de la culture, c'est un tout petit peu moins tabou. Alors, derrière ces films, cette propagande extrêmement réussie, l'objectif de l'EI, c'est quoi? C'est d'humilier les Occidentaux ou au contraire, c'est de recruter de plus en plus de djihadistes? Les deux, tout simplement les deux, la provocation et l'humiliation, on en a parlé, mais le recrutement aussi. Alors on sait, l'EI est expert en méthode de recrutement, notamment via le net. Il sait fasciner des milliers de jeunes occidentaux qui sont un petit peu en perte de repères, et l'aspect gore choquant de ces vidéos renvoie le reflet de leur propre désespoir, de leur propre violence. Donc ces gens qui les visionnent, des vidéos qui arrivent très facilement sur Internet et donc en font des recrues potentielles. Voilà, c'est une propagande qui a l'air de marcher. Merci beaucoup Rudy pour ces explications. Vous restez avec nous, on parlera d'Internet, mais de toute autre chose, sauf si vous êtes totalement déconnecté, vous n'avez pas pu y échapper. C'est le Ice Bucket Challenge, décryptage d'un phénomène qui commence à s'éteindre petit à petit. Merci d'avoir choisi le Morning et i24 News pour vous informer ce matin. On parle à présent d'une idée déjà expérimentée en Europe et elle vient d'arriver en Israël pour faire face à la hausse des prix du logement. Eh bien, certaines villes dans le pays ont eu l'idée assez originale de proposer à des étudiants de se loger dans des containers aménagés en appartements, du provisoire conçu peut-être pour durer. C'est un reportage signé Maël Benoliel. Voici peut-être une solution au prix exorbitant du logement en Israël, les conteneurs. Ces caissons métalliques conçus initialement pour le transport de marchandises servent aussi, depuis quelques années, de base à la construction d'habitations partout dans le monde. Après les villes d'Amsterdam, de Berlin ou encore de Londres, la première résidence entièrement faite à partir de conteneurs est en train de voir le jour en Israël, dans la périphérie de Tel Aviv, dans la ville de Lod, pour la plus grande joie des étudiants et de leur portefeuille. Une association israélienne a décidé d'importer ce concept et d'en réaliser un véritable projet social destiné pour le moment aux étudiants israéliens. Le ministère des Finances et l'association Hayalim ont décidé de répondre favorablement à la très forte demande d'étudiants qui souhaitaient venir s'installer à Lod et prendre part dans ce projet. Un projet qui leur permette d'aider au développement de la ville, mais aussi de participer à sa vie communautaire, tout en habitant dans un endroit sympa et profitant d'un loyer très correct. Car pour pouvoir bénéficier d'un loyer à bas prix, les étudiants sont dans l'obligation de donner 120 heures de leur temps par an à la communauté. C'est sans doute la meilleure des solutions pour essayer de combattre le problème du prix des logements en Israël. Ce projet nous permet de vivre ensemble entre étudiants. Chacun de nous a un projet social d'entraide et cela nous permet de payer un loyer très accessible pour les étudiants. 150 € par mois, charges comprises, c'est ce que devront débourser Elena et Ran pour une chambre comme celle-ci. Réalisée à partir de 2 conteneurs, ils devront se partager un appartement de 60 mètres carrés. La vie étudiante en Israël est assez difficile et très chère. Les frais de scolarité sont élevés, le coût de la vie aussi. Le loyer, mais aussi faire les courses, coûte cher. Acheter de la nourriture basique coûte des centaines de shekels. J'ai entendu parler de ce projet par une très bonne amie. Elle m'a raconté que les étudiants vivaient ensemble ici en communauté pour pas cher et qu'en plus on aidait notre prochain, alors j'ai voulu y participer. Prochaine ville à bénéficier du projet, Sderot, dans le sud d'Israël. Le gouvernement vient de valider la construction d'une résidence de ce type. Elle pourra accueillir une centaine d'étudiants dès la rentrée prochaine. À la différence près que chaque appartement bénéficiera là-bas de son propre abri antimissile. Voilà pour la vie dans les containers. On ouvre une large page
Internet. À présent, bonjour Yoram, on va parler avec vous dans un instant du fameux phénomène de l'Ice Bucket Challenge. On va essayer de comprendre ce phénomène aussi et pourquoi il est en train de s'essouffler. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Rudy, avec l'actu qui fait le buzz ce matin sur Internet. Et ce qui fait l'actu ce matin sur Internet, c'est évidemment le Royal Baby numéro 2. Il a été annoncé officiellement hier et cette grossesse pourrait avoir un impact inattendu. Alors, je vous en parlais hier, on en parlait, 18 septembre, l'Écosse va se prononcer pour ou contre son indépendance. Et hier, pour la première fois, donc on l'avait dit, le oui est passé en tête dans les sondages. Dans le même temps, Kate et William ont officiellement annoncé l'arrivée prochaine donc du deuxième Royal Baby, après George qui est né en 2013, en juillet 2013. Et bien ce matin, le blog Big Brother nous explique que cette bonne nouvelle pourrait retenir l'Écosse dans le royaume, tout simplement, ou en tout cas réchauffer l'atmosphère entre partisans du oui et du non. Alors évidemment, on pouvait s'attendre au tweet de félicitations du Premier ministre britannique David Cameron, tweet qui n'a évidemment pas tardé et que vous voyez à l'écran. Mais plus étonnant, c'est ce tweet signé Alex Salmond, c'est le Premier ministre écossais et c'est surtout le chef de file des indépendantistes. Voici le message adressé sur Twitter. Félicitations et meilleurs vœux au comte et à la comtesse de Streatham. Quelque chose comme ça. Là, vous le dites bien. Ouais, mais là, je révise mon accent écossais. J'ai un peu de mal. En tout cas, il dit c'est merveilleux d'apprendre qu'ils attendent leur deuxième bébé. Alors, si vous êtes spécialiste de la royauté, vous aurez noté que donc il a désigné les futurs parents par leur titre écossais. C'est ça. Absolument. Je ne le répéterai pas. Parce qu'en Angleterre, ils sont Cambridge. Et absolument, exactement. Donc, il leur a donné leur titre écossais. Donc, il n'en oublie pas son identité écossaise et donc la campagne qui bat son plein. Bien au contraire, mais en Angleterre, beaucoup de commentateurs, notamment sur Internet, s'interroge sur le timing de cette annonce. Je vous le disais, le oui à l'indépendance est passé en tête dans les sondages et cette nouvelle glamour ne peut que renforcer finalement le sentiment d'unité. La cohésion. Absolument, la Surtout qu'elle l'a annoncé un petit peu trop tôt même. C'est justement le timing fait que c'est un petit peu bizarre. Elle a précédé la date normalement officielle, les 12 semaines. Et le blog du Monde relève ce tweet du célèbre animateur anglais Piers Morgan qui va dans le sens d'un bébé finalement coup de pub pour l'Union du Royaume. Voici son tweet. La reine propose d'appeler le bébé William Wallace Robert Bruce Byrne si les Écossais acceptent de voter non. En fait, il fait référence à trois grandes figures historiques écossaises, le chevalier des gardes d'indépendance William Wallace, le roi Robert et le roi Robert Bruce et le poète romantique Robert Burns. Voilà, donc Voilà. On assiste peut-être effectivement à une opération séduction de la part du Palais Royal. Est-ce que ça peut vraiment marcher ? Non. En tout cas, selon Guardian, non. Selon le site du Guardian, ils ont demandé aux internautes hier dans la journée si le Royal Baby allait sauver l'Union et le résultat est sans appel. 84% des internautes ont répondu tout simplement non. Et d'ailleurs, la monarchie britannique n'a pas réellement de nationalité fétiche. Big Brother nous rappelle que la famille royale ne s'identifie à aucune nationalité, ou plutôt finalement à toute. La reine, par exemple, elle est anglaise, écossaise et galloise à la fois, donc elle est tout simplement britannique. Exactement, voilà, c'est l'essence même du fait d'être britannique. Allez, on part maintenant en Israël avec cette plainte pour vandalisme religieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les contenus des petits papiers glissés dans le mur occidental ont été révélés. Scandale. Oui, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit en Israël. Alors pour rappel, la tradition veut que les pèlerins qui se rendent au mur occidental, le Kotel, lieu saint du judaïsme, inscrivent leurs vœux sur un petit papier qu'ils déposent entre les pierres du mur. Alors ce sont des souhaits qui sont souvent assez personnels, mais ce n'est pas l'avis d'Amos 41. C'est un internaute israélien qui a décidé de créer une page Facebook baptisée en hébreu Message pris sur le mur occidental. Ça parle de soi-même. Il publie les messages d'anonymes. Leur nom est quand même masqué. Et donc derrière cette démarche, vous allez le voir, qui est très contestée, il y a l'idée de faire valoir une sorte de droit à l'information et de liberté d'expression, car cet internaute dit que le mur occidental est pour lui finalement un espace public et rien ne protège. Il récupère ses papiers. Il les a volés, les petits papiers ? Il les vole, il tombe souvent, il les vole sur le mur ou en tout cas en bas du mur et il les publie sur Facebook au nom de la liberté d'expression. Bon, alors vous l'avez dit, c'est un caractère très privé en général, ces messages adressés directement à Dieu. Ça a choqué les croyants. Il y a une plainte qui a été pour violation de la vie privée et atteinte à un lieu saint qui a été déposée par les autorités du mur occidental, notamment par le rabbin Shmuel Rabinovitch. Il parle, comme la majorité des Israéliens d'ailleurs, d'un acte abominable de violation du rapport intime entre les croyants et Dieu. C'est en effet le cas, mais l'espace étant public, on ne sait pas dans quel sens la justice israélienne va trancher.
Voilà, et on note que la presse israélienne a révélé également que le sénateur Obama, c'était en 2008, s'est fait voler lui aussi son petit papier qu'il avait placé dans le mur. Et oui, on avait vu son message, c'est un petit garçon qui l'avait ramassé, et on avait vu ce qu'il avait effectivement souhaité à ce moment-là. Voilà, il avait souhaité un peu des banalités. Hein. Oui, des banalités. Voilà, il n'y a pas trop de risques. Yoram, un mot sur cette affaire du mur sur Facebook? Non, mais peut-être juridiquement, il va y avoir une législation pour rendre privé l'interstice. Et c'est vrai, parce que finalement, même si c'est un petit bout, c'est cet endroit précis qui doit être privatif. Le mur est public en soi, mais l'interstice est personnel. Voilà peut-être la solution juridique. La justice va devoir trancher quoi qu'il arrive. Bon, voilà pour cette affaire. Et on termine par le buzz du jour. C'est le fabricant de meubles Ikea qui le crée. Oui, c'est la rentrée, cela va avec consommation, équipement, on refait son appartement. Et le célèbre fabricant de meubles Ikea fait beaucoup parler de lui sur Internet. Alors il y a quelques jours, Ikea Singapour mettait en ligne 7 vidéos aux désormais 7,8 millions de vues où il présente son catalogue en parodiant, vous devinez, le ton un petit peu des pubs Apple. Le MacBook et sa technologie étant désormais remplacés par le BookBook, finalement le catalogue Ikea, tout simplement, en papier, très simple d'utilisation. Une vidéo qui dure 2 minutes et qui nous vend tous les mérites de ce catalogue. Mais alors là, Ikea Malaisie va plus loin dans le buzz et décide maintenant de faire participer les internautes à une campagne virale dont vous allez juger de la qualité et de l'intérêt. Ça se passe sur leur page Facebook, donc Ikea Malaisie, et elle est baptisée Look Alike Contest. Le principe, vous allez donc le voir, on va le voir sur la prochaine image, c'est se déguiser en objet ou en meuble Ikea. Donc vous voyez ce jouet multicolore bien imité, ou encore ce lampadaire qui s'appelle Agas. Vous savez, ils ont toujours des noms un peu fous. On va voir le prochain lampadaire. Voilà. Ah non, alors là c'est pas le lampadaire, mais c'est pas grave. Ça c'est mon préféré. C'est quoi, voilà, c'est ce monsieur qui s'est mis en miroir Tolsby, mais il a vraiment bien joué le jeu. Et puis il y en a qui se déguisent aussi en plante verte dans ce concours. Mais vous, Barbara, je vous verrai plutôt en lumière, n'est-ce pas? Comme c'est gentil. C'était l'instant Fayot. C'est bien fait d'ailleurs. iPhone 6, il sort aujourd'hui, non? Oui, on surveille. On surveille, on viendra en parler. On en saura plus demain? Absolument. Voilà, on reste et la Watch aussi. Très attentif. Et la Watch aussi. Voilà, on reste attentif. Allez, Yoram, on décrypte avec vous ce fameux phénomène de l'Ice Bucket Challenge. Franchement, moi, j'en ai un peu marre. Hein. Mais moi aussi, j'en ai. Même au départ, j'avais trouvé ça absurde et fatigant, et j'ai voulu un peu me réfléchir pourquoi il y a eu un tel déferlement là-dessus. Et c'est vrai, il faut déjà remettre les choses dans leur contexte, parce que 3/4 des personnes ont cité la maladie sans même savoir ce que c'était. La maladie, donc, c'est la sclérose latérale amyotrophique de son nom, maladie de Charcot, maladie dégénérative qui est pas soignable aujourd'hui, et on n'a pas de remède, on a juste des ralentisseurs. Ça, c'est pour le contexte. Donc, l'objet, c'était quoi? C'était de se mettre un seau d'eau glacé, normalement, ou des glaçons sur la tête, et de se filmer, de nommer 3 personnes. Voilà, ça, c'est l'objet. Et de faire un don, surtout. Et de faire un don. En tout cas, d'attirer l'attention sur la maladie, et pour enchaîner les dons. Et ça a commencé seulement vraiment en juillet. Le buzz a commencé en juillet avec un golfeur, Chris Kennedy, qui s'en est mis un sur la tête, et ça a été suivi par sa cousine, et puis après des stars, etc. Enfin, plein de stars qui On va peut-être voir les images de Tom Cruise. Elles vont défiler. Parmi tant d'autres qui effectivement l'a fait, des chefs, des grands patrons de multinationales, Zuckerberg. Tout le monde y est mis, quoi. Tout le monde y est mis, et ça a été récupéré après par le grand public. Résultat des courses, quand on va sur YouTube, 9 millions de vidéos. Quand on va sur 9 millions de vidéos sur le monde entier. Sur Google Vidéo, ça c'est sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été mises sur Facebook directement. Quand on va sur Google Vidéo, on a 60 millions de résultats. Sur Google, normalement, on a 172 millions de résultats. Tout ça en 1 mois et demi. Ouais. Donc voilà, moi ça m'a fatigué, mais je me suis demandé, pourquoi ça a fait autant de buzz? Pourquoi? Non, et surtout si ça a un sens, de faire ça. Oui, ça a un sens. Parce que quand on regarde les chiffres, l'année dernière... On voit Tom Cruise après l'eau glacée, il joue le jeu, hein? Ah oui, il a bien joué le jeu. 3 à 4, pourquoi tellement de sauts pour Tom Cruise? Bon, d'accord. C'est un gros don, c'est un gros don aussi. C'est Tom Cruise. Il fait pas les choses comme tout le monde. Oui, et après, il en demande encore, il en demande plus, il en a encore. Alors, le sens de ce challenge. Le sens, c'est que en dehors, au-dessus de l'absurdité de ce qu'on voit et de la fatigue qu'on peut ressentir à voir ces vidéos, il y a vraiment eu un effet bénéfique. On regarde les statistiques, on regarde les chiffres de la
fondation, de la plus grosse fondation qui récolte les dons. Ils ont reçu 2,5 millions en 2013. En 2014, sur l'espace d'un mois et demi, ils ont récolté 100 millions de dollars. Donc le rapport est là, on sait que ça a marché. On a parlé de cette maladie aussi. On a beaucoup parlé. Mais alors ça, on va y revenir parce que c'est pas forcément une bonne chose, paradoxalement. Alors voilà, on en a parlé, ça a permis à l'association de récolter des dons, mais pourtant elle est largement critiquée cette campagne. Pourquoi ? Elle est critiquée à plusieurs titres. Bon, la première, en dehors de la stupidité, de l'absurdité, justement, le fait qu'on en ait beaucoup parlé a cannibalisé complètement le champ des dons donnés pour justement les associations d'aide médicale ou de recherche médicale, alors que la maladie de Charcot aujourd'hui, c'est une maladie qui est relativement rare par rapport à des maladies beaucoup plus importantes comme le cancer, comme les maladies cardiaques, etc. En France, il y a 8000 personnes qui sont atteintes, donc on ne peut pas négliger effectivement, mais quand on voit la disproportion de l'attention médiatique qu'il y a eu sur ça, finalement, les autres maladies qui ont du mal à récolter aussi des dons pour la recherche, pour les moyens de communication, etc., enfin tout ce qu'elles ont besoin, on se dit que c'est une maladie qui est déjà bien financée finalement en rapport au nombre de malades. Et puis il y a une chose peut-être qu'il faut souligner, c'est qu'on a assisté à un exercice presque narcissique. Ouais, alors ça mise en scène de soi, tout le monde a joué le jeu, mais beaucoup trop peut-être. Il y a vraiment derrière cette fameuse volonté de faire un don, il y a vraiment une mise en scène de soi, effectivement, comme un besoin de se montrer plus fort, plus autonome, en dehors des conventions sociales, et ça montre un malaise, ça montre quelque chose en fait, finalement, on est déjà dans une société comme ça, si on regarde les reality shows, il y a un besoin de montrer qu'on est le meilleur pour faire à manger, pour se marier, pour séduire, etc. Toutes ces émissions de reality show, elles le montrent, déjà on a besoin d'être le meilleur. Et là, c'est comme s'il fallait aussi rentrer dans la compétition. Et en gros, c'est le cadre de la société néolibérale, complètement. Je vais dire, je montre que je suis le meilleur, faut que je sorte absolument de la matrice, et en fait, je me mets en plein dedans. Et c'est pas de la démocratie, c'est du malaise. Ça me rappelle le titre d'un social blog qu'on avait fait ensemble, où vous étiez mon invité, et l'émission s'appelait Tous différents, tous égaux. EGO. Oui, c'est vraiment ça. On est vraiment ça. On est sur une capacité, tout à coup, à quelque chose qu'on ne peut pas réfréner. Il faut absolument que je le fasse, sinon je suis hors de la compétition. C'est du néolibéralisme. Voilà, tout le monde s'y est mis, c'est comme ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci Rudy, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité au Morning. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et à demain.